Bonjour, c'est Pierre-Yves Bournazel. Bienvenue, nous lançons un nouveau podcast, Conversation parisienne. Comme élu et amoureux de Paris, je suis convaincu qu'un projet alternatif de transformation de Paris doit se construire autour d'une méthode renouvelée, plus ouverte et démocratique. Pour cela, nous devons dès aujourd'hui créer les conditions d'un dialogue apaisé, un dialogue utile avec les Parisiennes et les Parisiens. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lancer les conversations parisiennes. Ces conversations doivent être un moment de discussion, de réflexion, à la fois exigeant et constructif. Les conversations parisiennes seront organisées chaque mois, autour de personnalités qui pensent et font la ville. Elles partageront leurs expertises locales, leurs idées et leurs récits sur les sujets qui nous occupent au quotidien. Pour cette première édition, j'ai le plaisir d'échanger avec un architecte urbaniste de renommée internationale, le penseur de la ville désirable, Jean-Robert Mazot. Bonjour Jean-Robert Mazot. Vous avez beaucoup travaillé au concept de ville désirable. C'est quoi la ville désirable, Jean-Robert Mazot? Bonjour. La ville désirable, c'est quand même une conséquence du discours d'aujourd'hui qui est sur la ville durable. Donc on peut se demander quand même si rendre durable une ville qui serait pas désirable, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable? Donc je crois que avant qu'une ville soit durable, il faut avoir envie de cette ville. Et effectivement, si on a envie de cette ville, elle devient désirable, donc, et on peut en profiter et la parcourir dans tous les sens du terme, bien entendu, de façon mentale, mais aussi physique, économique, mais aussi sociale, environnementale, mais aussi artistique. Donc c'est toute cette dimension de la ville qu'on trouve nulle part ailleurs. Il n'y a que dans un rassemblement, dans une sorte d'intensité que l'on retrouve toutes ces valeurs, toutes ces possibilités. C'est vraiment la ville du possible. Et alors, par quoi commence-t-on quand on souhaite construire cette ville désirable ? L'essentiel, c'est évidemment d'avoir une pensée sur la ville. On peut pas rester dans le général. Il faut structurer les choses. Il faut aussi penser à l'avenir. Il faut penser au passé, mais surtout à l'avenir. Et donc, pour structurer cette pensée, il faut pouvoir alimenter cette pensée. Il faut la nourrir. De quoi la nourrit-on ? Eh bien, on la nourrit de réflexion, d'observation, de créativité aussi, d'imagination. Qu'est-ce que l'on pourrait faire de mieux ? Comment pourraient se passer les choses ? Mais aussi du déjà là. Voilà, il existe déjà toutes ces données, il existe déjà toute une histoire, il existe déjà toute une population qui est active, qui a des choses à dire, qui a des choses à vivre tous les jours, et c'est ça qui doit nourrir cette pensée, puisque cette pensée, c'est forcément un préalable à l'action. On peut pas imaginer partir à l'action en décidant de tel ou tel travaux dans la ville sans d'abord savoir pourquoi on le fait et en quoi ça s'inscrit dans un ensemble souhaitable. Dans la ville désirable, comment mener à bien un nouveau projet urbain ? Au fond, comment réussir une transformation urbanistique ? C'est majeur, on le voit bien nous à Paris. Il s'agit pas de faire une polémique et de porter un jugement sur tel ou tel bâtiment, telle ou telle réalisation. Il s'agit plus exactement de voir ce à quoi il faut vraiment s'attacher. Parce que les bâtiments, c'est rien. Ce qui compte, ce sont les gens qui vont être dans ces bâtiments, c'est les relations qu'ils vont pouvoir entretenir, c'est ce que ce bâtiment va pouvoir générer comme attractivité, justement, comme intérêt. Et donc, généralement, on regarde les bâtiments comme des objets finis, isolés. Il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est que chaque fois qu'on représente un projet nouveau d'urbanisme ou d'architecture, il y a des piétons, il y a des gens, il y a des femmes, des enfants, etc. Il n'y a pas un seul travailleur.
Il n'y a pas de travailleurs, comme si on était hors sol, comme si on était dans une autre planète où finalement personne ne travaillait, personne ne produisait, tout le monde est vaqué à ses occupations de détente, de loisirs. Bien ça, c'est une image qui n'est pas possible pour une ville. On ne peut pas, dans une ville, décider de n'aborder qu'un seul aspect. C'est impossible. On est dans un ensemble, on est dans une structure où tout est lié, tout est interconnecté, et il est impossible de ne pas songer et de ne pas penser, de ne pas participer à tous les aspects en même temps. C'est-à-dire, par exemple, culturel, économique, social, sociétal, artistique. Bref, la ville, c'est vraiment un concentré de extrêmement vivant, extrêmement puissant, extrêmement intense, justement. Si on avait une formule pour décrire cela, ça serait l'opposition entre intensité et densité. Quelle est la différence entre les deux? Tout cela est très stimulant et nous oblige à réfléchir, à décortiquer, à travailler afin de faire émerger des propositions opérationnelles. Dans votre concept de ville désirable, il y a une dimension poétique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois que c'est essentiel. Bien évidemment, la ville, ça fait rêver. Ça fait rêver ceux qui n'y sont pas. Il s'agit maintenant de faire rêver ceux qui y sont. Il s'agit pas de proposer à tout un ensemble de population de rejoindre ce cœur qui est la ville, sans s'attacher à toutes les dimensions, y compris la dimension poétique, le rêve, c'est le bonheur tout simplement. En quoi est-ce que les événements peuvent nous porter, peuvent nous transporter, peuvent nous inciter à souhaiter, à vivre, à travailler, à entraider les uns les autres. Et la poésie, c'est quelque chose qui nous permet de voir derrière les murs. Quelqu'un disait, il y en a beaucoup qui construisent des murs, nous on construisait des ponts. C'est-à-dire que la poésie, ce sont des passerelles, ce sont des ponts entre ce que l'on a déjà et ce que l'on n'aura jamais ou que l'on pourrait avoir si on faisait ce qu'il fallait pour l'avoir. C'est une question que je poserai à tous nos invités. Si vous étiez maire de Paris, quelle serait votre première mesure? Que le périphérique, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. C'est un sujet du futur. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les leçons du futur. Alors, il y en a qui me diront, oui, mais les leçons du passé. Les leçons du passé, on est supposé les connaître. On est supposé les maîtriser. Par contre, les leçons du futur, ça nécessite de prendre du recul, justement d'organiser sa pensée, de trouver des arguments, de creuser, d'aller chercher des choses que l'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui vont apparaître demain. Donc, tout ce qui est signal faible, les signaux faibles, c'est extrêmement intéressant de voir comment les choses finalement apparaissent tout petit, tout finement, et puis pour devenir incroyables. C'est le cas du téléphone mobile, c'est le cas des réseaux sociaux, c'est le cas d'un tas de choses qui nous entourent aujourd'hui. Alors, positif ou négatif, hein, il y a de tout mais donc ces signaux faibles, ils sont intéressants. Et parmi les signaux faibles, il y a le fait qu'on a envie de se transporter différemment, qu'on a envie d'avoir un autre rapport avec la pollution, qu'on a envie d'avoir un autre rapport avec le temps et l'espace. Le périphérique, c'est un objet du passé. C'est le périphérique, il a 60 ans, il est né avec moi. Même, oui, c'est ça, il est né avec moi dans la tête des décideurs. On va quand même pas avoir la même chose dans 60 ans. Imaginez que dans 60 ans, on ait toujours cette ceinture de pollution en ayant enfermé 2,5 millions ou 3 millions d'habitants. Parce que c'est le cas aujourd'hui, hein, c'est quand même une sorte d'enfermement sans aucune porosité, sans aucun franchissement. Donc le périphérique, c'est un vrai sujet. Parce que le périphérique, est-ce que c'est fait pour les voitures? Est-ce que c'est fait pour les citoyens? Est-ce que c'est fait pour les vélos, pour les bus, pour la végétation? Ou est-ce que c'est fait pour ce qu'on ne connaît pas encore? C'est-à-dire ce qui va nous envahir, ce dont on va avoir besoin pour communiquer, pour capter l'énergie, pour protéger la biodiversité, pour faire toutes ces choses
finalement que l'on a un peu oublié. Vous savez, il y a dans l'histoire de France des grands moments où le taureau a été pris par les cornes. Au Moyen-Âge, on avait 12 millions d'hectares d'arbres plantés. À la Restauration, avec l'apogée de l'industrie, on n'avait plus que 6 millions. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on en a 16 millions d'hectares. Donc c'est pas des petites choses, hein, c'est pas des petites quantités, c'est des événements considérables. Ça veut dire à un moment donné, il faut planter des milliards d'arbres, pas des millions, des milliards. C'est-à-dire que c'est énorme. Eh bien, le périphérique, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'énorme pour lequel il va falloir avoir des idées à la mesure, à l'échelle de ce que représente on peut dire ce problème quand même, parce que c'est devenu un problème. Merci beaucoup Jean-Robert Mazot. Ce fut un échange passionnant. L'architecte urbaniste que vous êtes a une vision d'avenir. Nous avons noté beaucoup d'idées, beaucoup de propositions qui nous interpellent, qui nous interrogent, qui nous font réfléchir. Nous allons y travailler avec les Parisiennes et les Parisiens présents dans la salle, qui vont écouter ce podcast, et celles et ceux qui vont nous rejoindre dans les prochaines conversations parisiennes. Je retiens de cet échange d'abord l'idée que c'est bien une vision d'abord, une stratégie qu'il faut avoir pour Paris et le Grand Paris si on veut améliorer la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens. Qu'il faut penser à la bonne échelle et que la ville désirable, c'est d'abord une ville habitable avec un supplément d'âme.